Au dernier étage de la tour de Barad-dûr se rassemblent les plus grands généraux de l'armée de Sauron. Depuis leur terrible sommet, ils tentent de passer en revue les forces en présence sur la Terre du Milieu. En exclusivité sur nos ondes, nous vous proposons de découvrir leurs échanges et de vous plonger dans le jeu de bataille du Seigneur des Anneaux. Bienvenue sur Radio Barad-dûr. Aujourd'hui, nous partons pour les cités cachées. De la belle Rivendell à la sombre forêt de Mirkwood, en passant par le royaume magique de la Lothlórien, nous allons tenter de lever les secrets des premiers-nés de la Terre du Milieu, un peuple noble et mystérieux. Nous partons à la rencontre des elfes. Bienvenue à Foncombe, Frodon Sacquet. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Barad-dûr. Je suis Ben et j'aurai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux joueurs d'une expérience certaine pour y voir plus clair au sujet des peuples elfiques. Vous les connaissez déjà, on ne les présente plus maintenant. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois ces deux joueurs habitués aux tournois internationaux que sont Quentin et PA. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut. Vous allez nous aider à débusquer les subtils secrets qui se terrent au cœur des cités cachées des elfes. D'aucuns imagineraient qu'il s'agit d'une noble quête. Quant à moi, je soupçonne une raison plus prosaïque. On le sait, les elfes ont une dextérité hors pair, avec une élégance, une précision et un talent au combat qui les place au-dessus des autres forces de la Terre du Milieu. Messieurs, comment est-ce qu'on retrouve ça dans le jeu ? On retrouve ça très simplement sous la forme du guerrier elfe, qui est commun aux trois armées elfiques dans le jeu. Il est représenté par trois stats qui le placent vraiment au-dessus de tous les autres peuples du jeu. La capacité de combat, capacité de tir et le courage, la bravoure, où il a vraiment des valeurs supérieures aux guerriers et voire à certains héros. Donc on parle d'un combat 5, d'un tir à 3+, et d'un courage à 5. Oui, il saura mettre en difficulté n'importe quel capitaine homme ou orc qui aura du mal même à ne serait-ce que gagner le combat contre un simple guerrier. Exactement, parce qu'un simple 6, généralement, vous permet de gagner le combat automatiquement, à moins que votre adversaire sorte des héros, on va dire déjà moyens ou très forts, où ils vont pouvoir égaler ou surpasser le combat 5, mais bon, ça court pas non plus les rues. Et en plus, on peut rajouter ça à un équipement qui a été travaillé pendant des millénaires sur la Terre du Milieu pour les faire passer à combat 6 et des lames elfiques sur toutes les figurines. On rappelle la lame elfique, elle permet en cas d'égalité de combat de ne pas gagner le combat sur 4, 5, 6 quand on est le camp du bien, mais sur 3, 4, 5, 6, ce qui renverse complètement la stat. Exactement. Et qui donne un net avantage. Donc ces guerriers de base sont des entrées qui sont très intéressantes et très performantes, mais dans ces armées que sont les factions de Mirkwood, Lothlórien ou Rivendell, les héros ne sont pas en reste. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous présenter les généraux de ces armées ? Bien sûr. Alors on va commencer par Rivendell, par Foncombe, ou Fandeval dans la nouvelle traduction française. On a déjà le roi des elfes, déjà un emblématique du côté des oreilles pointues, c'est Gil-galad. Alors Gil-galad, il va avoir un profil assez extraordinaire, sa capacité de combat de 9, en fait c'est un excellent duelliste, il est capable de prendre n'importe qui en 1 contre 1, il a des bonus pour blesser aussi, parce que des fois les elfes sont un peu mollassons pour ce qui est de l'offensive, lui il est capable de perforer avec son cheval aussi. Par contre il va avoir, on va dire en contrepartie, un seul point de destin, donc en tant que général c'est peut-être des fois un petit peu... ça peut être sujet à un coup de malchance, à une petite blessure qui passe et vous êtes un peu trop vite blessé. Mais on va dire que, outre ses super capacités martiales, le truc aussi qui va faire que Gil-galad, on le voit mais pas si souvent que ça, c'est parce qu'il a des restrictions de fluff chronologiques qui lui sont imposées, qui va faire que autant à Foncombe on va l'empêcher de s'associer à d'autres héros, mais aussi on va restreindre les alliances. Donc par exemple, la grande alliance qui va rester, ça va être celle de l'Ultime Alliance, avec les Numénor, avec Elendil, ou avec Galadriel de la Lorien. Mais sinon, vous avez un peu moins de choix qu'avec les autres héros généraux, notamment de Foncombe. Donc Gil-galad, vraiment, il fait très très envie. Après, est-ce qu'il est si utilisé que ça ? Pas forcément. Il y en a d'autres qui vont venir, qui vont être encore plus puissants. Mais t'oublies aussi un petit truc sur Gil-galad, ce qui peut améliorer certains guerriers elfes. Exactement. En fait, on peut pour un point, améliorer un guerrier ou elfe de base,
Bon, de base, c'est déjà une élite, hein, mais on peut le faire passer de combat 5 à combat 6. Alors là, combat 6, on atteint des sommets que même les gros héros de la Terre du Milieu sont juste capables d'égaler. Donc ça peut être très intéressant, pas forcément à mettre partout, hein, mais par petits groupes comme ça, pour pouvoir bloquer des gros monstres ou des gros héros. C'est vraiment c'est un petit bonus qui est cool. Bon, on va revenir à un général peut-être qui est plus actuel du jeu, qui se passe majoritairement au 3e âge. Il s'agit d'Elrond. J'étais là le jour où la force des hommes a failli. Oui, il était déjà là il y a 3000 ans, mais il est encore en vie, contrairement à son collègue Gilou. Oh, c'est pas beau ça, hein. Ça, c'est le point de destin, ça n'a pas tenu. C'est vrai, c'est pour ça. C'est pas suffisant, un point de destin, il en faut au moins 3, comme Elrond. C'est un des généraux les plus emblématiques chez les elfes, je pense. Que ce soit dans le film ou dans le livre, il a quand même un rôle très important dans l'histoire. Et son profil reste quand même très sympathique. Comme tout gros héros elfe, il a une valeur de combat de 6, une défense qui peut monter à 7 avec son armure, 3 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin comme j'ai dit tout à l'heure. Mais son petit truc à lui en plus, c'est il a accès à de la magie de zone pour son courroux de Brunnen pour mettre à terre toutes les figurines ennemies, qui va pouvoir permettre de combler un peu la lacune pour blesser, parce que vous aurez du coup 2 dés pour blesser vos adversaires. Mais pour vraiment l'avoir de manière optimale, il faut le prendre avec Lindir. Ah, Lindir. Donc c'est un combo qui commence à prendre beaucoup de points dans votre armée, mais il va gagner une résistance à la magie grâce à Lindir et un point de volonté gratuit par tour pour faire de la magie. Ouais, donc on va pouvoir résister à des sorts de paralysie ou autres qui vont venir nous embêter, tout en gardant du stock de points pour mettre les gens à terre, comme tu disais. Ils pourront pas blesser même en gagnant le combat. Ça commence à devenir vraiment létal. Il vous booste votre armée pour blesser mieux, pour embêter les héros adverses, parce que bon, un héros à terre, c'est un héros qui fait rien, donc votre adversaire va devoir gérer aussi ses points de volonté pour résister et bien se placer. Il va vraiment apporter à votre armée, mais face à un coût assez exorbitant. Parce que en fait, si tu lui adjoins pas un Lindir, tu vas être la cible à la fois parce que tu es déjà un général, donc des magiciens, des monstres, des guerriers, on va vraiment vouloir te bloquer. Et en plus, tu dois utiliser cette réserve de volonté pour lancer tes sorts. Donc sans Lindir, c'est quand même très compliqué. D'aucuns estimeraient que cela n'est pas prudent. Et dernier point concernant Elrond, c'est qu'il a une petite règle spéciale pour l'initiative. C'est-à-dire qu'au début de chaque partie, il va devoir lancer un des 6, qui seront des points de préscience elfique, préscience des Eldar. Et ce nombre de points va lui permettre d'interagir avec votre dé d'initiative en rajoutant soit +1, soit -1 pour déterminer qui a l'initiative pendant le tour. Ouais, pour gagner ou pas l'initiative au cours de la partie, c'est précieux. C'est très précieux, alors c'est très aléatoire. En fin de partie, ça peut, quand il n'y a plus de puissance et tout, ça peut être décisif. Ouais, décisif pour garder l'initiative, pour vraiment mettre la pression à votre adversaire, ou justement perdre pour forcer votre adversaire à charger en premier. Ouais, moi je pensais à ça, à perdre les premiers tours de jeu où en général on veut pas commencer à jouer, ça peut être pas mal. Pour le déplacement, pour savoir où il se place, ouais, ça peut. Tout va dépendre du nombre de points on va avoir sur cette partie-là. C'est un des 6, alors... Sur un petit nombre, vaut mieux le garder pour la fin de partie. Oui. Sur un grand nombre, on peut peut-être en grappiller 1 ou 2 en début de partie, milieu de partie. Mais il faut vraiment garder au moins 1 ou 2, je pense, quand votre adversaire n'aura plus de points de puissance, ou même vous, pour forcer l'initiative au maximum. Si nous voulons réussir, il nous faudra faire preuve de tact, de respect. Il y a une 3e option de général disponible dans Rivendell, qui n'est pas des moindres, c'est Glorfindel. Glorfindel, c'est étonnant parce qu'il a un rang en dessous de Gil-galad et Elrond, il mène 3 guerriers en moins, mais c'est souvent un général qui va être privilégié du côté de Foncombe, parce qu'en fait, il va... compenser, on va dire, la faiblesse de Gil-galad d'avoir seulement, entre guillemets, un point de destin, donc être un peu plus endurant, et il va aussi compenser la faiblesse d'Elrond d'avoir, entre guillemets, que combat 6, en ayant un combat 7. Donc il a à la fois un peu meilleur duelliste que Elrond, et un général un peu plus résistant que Gil-galad. Mais au-delà de ça, sa grande spécificité, c'est surtout qu'il va être très très endurant par rapport aux monstres et par rapport à la magie. Il va pouvoir avoir 2 dés de résistance magique à chaque fois, contre tout type de sort. C'est quelque chose qui est super justement pour enchaîner un peu comme vous voulez tous les tours. Et puis par rapport au monstre, avec son armure de Gondolin, il va pas être affecté par les attaques brutales. Donc ça fait qu'il est très très difficile à prendre. Avec son combat 7 en plus, vous allez le chercher au combat. En bref, c'est très très compliqué de le blesser. Et on sait dans les scénarios qu'il y a des points pour la blessure du général ou pour tuer le général. Donc c'est vraiment une sécurité qui est folle, quoi. C'est le général le plus safe parmi les 3. C'est d'autant plus difficile d'arriver à le blesser qu'il faut gagner les combats.
Et comme ces deux collègues d'avant, on ne l'a pas dit, mais ils ont la règle Seigneur de l'Ouest, Bien entendu, ouais. qui leur permet de relancer un dé pour gagner les combats, comme une bannière finalement, et également pour blesser. Et donc c'est vrai qu'on est sur une super bannière, c'est vraiment très intéressant. C'est ça, en plus donc de son combat 7, de sa lame elfique, des 3 attaques. Enfin, ça fait vraiment un gros package qui est super intéressant. Et puis bon, Glorfindel, c'est aussi celui qui tue des balrogs. Enfin voilà, Le roi sorcier. bah oui, non mais il est au-dessus du lot, quoi. À noter la petite spécificité de Glorfindel au niveau de son cheval. Donc lui, il a pas un cheval normal, il a un cheval qui s'appelle Asphalot, qui lui permet de bouger de 12 pouces. Et il a la règle pied léger, c'est-à-dire que vous allez pouvoir ignorer tous les terrains difficiles. Ce qui est quand même quelque chose de très sympathique quand tu as une figurine de cavalerie. De plus voir son mouvement est divisé par 4 dans ces terrains-là, quoi. Là, ça peut vraiment surprendre, hein. Une telle amplitude de mouvement, notamment pour les combats héroïques. On peut vraiment surgir d'un peu n'importe où et aller chercher des petits héros ou de la troupe tout simplement, quoi. Exactement. Ne pas hésiter à bouger de 10 en début de partie pour tromper votre adversaire et boum, au moment opportun, bouger de 12. On en revient un peu à la stratégie des éclairs de Douglook qu'on Exactement. avait énoncé Bien sûr. dans l'épisode précédent. À tromper son adversaire. Toujours important. Bravo l'état d'esprit. Hein. Pas seulement voleur, mais aussi menteur. Alors là, on a parlé de Rivendell, parce qu'il y avait quand même 3 généraux vraiment emblématiques, mais il n'y a pas que Rivendell dans la Terre du Milieu, il y a aussi des forêts plus sombres comme Mirkwood, et notamment avec un général qui s'appelle Thranduil. Effectivement, Thranduil, contrairement aux 3 qu'on vient de voir, a un profil un peu en dessous. Il n'aura que combat 6 et que 2 attaques en profil de base, mais contrairement aux autres, il est un peu à la carte, un peu comme si on peut avoir une petite projection vers le mal aux côtés d'une Nazgûl, où vous pouvez booster les puissances, etc. Alors lui, ça sera pas la puissance, mais son profil. Donc il démarre à combat 6, 2 attaques, mais si vous lui prenez par exemple son épée elfique supplémentaire, hop, il va passer à combat 7, avoir une 3e attaque, et vous commencez déjà à taper un peu comme un Glorfindel, quoi. Ouais, c'est violent. Ça commence à être violent. Pour vous rapprocher un peu plus d'Elrond, vous pouvez lui prendre sa petite diadème des rois pour gagner un peu de magie. Vous gagnez 2 sorts que vous pouvez lancer qu'une seule fois par partie. Oui, mais ils réussissent automatiquement. Comme s'ils avaient fait un 6 en plus. Exactement. Dur à Donc, contrer. Courroux de la nature, pour encore mettre vos ennemis à terre, un peu comme le courroux de Brunnen de Elrond, ou l'aura de confusion pour que votre armée cause de la terreur, tout simplement. Donc un profil très à la carte, très adaptable à votre armée pour tous les budgets. Il commence à 100 points, il peut monter jusqu'à 180 points en fonction des options que vous mettez et des montures que vous lui mettez. Donc un héros très sympa. On peut choisir son style en plus. Plutôt défensif, plutôt soutien, plutôt combattant. Exactement. Il y a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et pour un budget assez modéré. Et pour terminer avec Thranduil, on peut parler de ses effets de bulle, entre guillemets, parce que rien que le bonus d'armée repose sur sa présence sur le champ de bataille. Tous les guerriers autour de lui, à 3 pouces de lui, auront +1 pour blesser, donc ce qui est quand même un bonus très sympathique. Et au-delà, certaines unités dans l'armée profitent de sa présence pour avoir un effet bannière ou des bonus de ce genre. J'en ai assez entendu. Il semblerait que Thranduil soit le général naturel de l'armée de Mirkwood, avec tous ses effets autour de lui. Mais il y a une deuxième figurine qui est très intéressante, c'est un peu le petit chouchou de plein de joueurs, et puis de plein de gens qui aiment le Seigneur des Anneaux tout simplement, c'est Legolas. Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Legolas et de 2 Et moi, j'en suis à 17. Je ne laisserai pas d'oreilles pointues me dépasser. Dois-je tout vous décrire ou vous trouver un marchepied? Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Oui, ça je peux le faire. Eh oui, Legolas, donc le fils de Thranduil, tout simplement, il a quand même 3 points de destin de PV. Donc en tant que général, malgré sa défense qui est de 5, donc c'est pas foufou, mais il peut quand même tenir, et surtout en fait il a un rôle qui va toujours se jouer en retrait, parce que c'est un excellent tireur, soit il tire 3 fois avec un tir à 3+, avec une force 3, un tir d'elfe, soit sinon il a une règle spéciale très particulière et très très utile, qui est une règle de sniper. Il peut toucher la cible qu'il veut dans évidemment le rayon de sa portée d'arc, hein, bien sûr, donc 24 pas, sur un 2+, un tir unique.
et il va pouvoir cibler ce qu'il veut. Donc ça peut être la monture d'un héros, ça peut être un Nazgûl jugé sur son ombrellé, ça peut être une bannière qui s'est pas bien placée, pas collée à ses partenaires. Il peut même tirer dans un combat du coup, ce qui était interdit pour une figurine de bien. En fait, il peut court-circuiter toutes les règles normales de tir. Il peut vraiment avoir ce qu'il veut, donc ça permet d'être très très précis et de pouvoir blesser un général au bon moment, voilà, tuer la bannière comme on a déjà dit. Donc en fait, c'est une figurine unique en son genre, parce que vous pouvez vraiment, sans finalement vous engager au combat, donc prendre le risque de vous faire éclater, vous pouvez obtenir des points stratégiques super importants. Vous pouvez garder votre général en sûreté derrière vos lignes, mais contrairement aux autres, il va pouvoir agir sur la partie en restant à l'abri. Ouais. En embêtant, en tuant quasiment automatiquement en plus, parce que 2+ pour tirer, ça va, ça se fait quoi. C'est ça. Alors après, ça vous fait qu'un tir, hein, donc un tir, c'est voilà, il faudra aussi avoir un peu de chance, mais il va toujours peser sur la partie. Il n'y a pas beaucoup de figurines qui sont dans ce registre-là. Une arme psychologique. C'est important de l'avoir. Ça peut même vous permettre de faire avancer carrément l'adversaire, alors qu'il est meilleur que vous au tir. Des fois, il va même se précipiter sur vous parce qu'il veut pas que les Golas viennent harceler votre général toute la partie. Et pour finir, on va partir du côté de la Lothlórienne avec la dernière reine des Noldor. Je vais bien sûr parler de Galadriel. Alors Galadriel, elle joue sur un tableau complètement différent des autres. Tous les autres étaient des héros un peu combattants, etc. Galadriel, c'est vraiment une magicienne pure souche. Rien que pour montrer ça, elle a déjà pas d'arme de base. Donc si elle combat, -1 pour gagner, -1 pour blesser. C'est moins pratique. Puis une attaque, alors bonne chance. C'est nul. Mais son grand atout, c'est sa magie. Contrairement aux autres, elle a 6 points de volonté, plus 1 gratuit par tour. Donc vous pourrez donc enchaîner vos sorts, résister aux sorts quasiment à chaque tour. Donc elle fait de la magie à 12 pas, donc une portée tout à fait normale dans le jeu. Et elle lance ses sorts assez facilement parce qu'elle va pouvoir lancer paralysie sur 3+, lumière aveuglante sur 2+, et injonction sur 4+. Donc vous pouvez bien ennuyer les héros adverses pour que vos elfes à côté puissent profiter de leur combat 5 et gagner des combats contre eux sans prendre le risque d'être blessés. Et elle peut aussi mener 18 troupes pour 130 points, ce qui fait quand même une des elfes de ce rang, une des moins chères. Donc peut-être la Lothlórien avec Galadriel va peut-être vous permettre de jouer un peu plus de nombre pour profiter de la qualité de vos troupes et de tenter de submerger votre adversaire, mais ça sera difficile. Le sureffectif elfe. Alors justement, puisqu'elle est pas chère, il y a un miroir qui est en option, qui est à 25 points. On peut se dire, est-ce que ça vaut le coup? Voulez-vous regarder dans le miroir? Qui verrai-je? C'est une option qui est un peu chère à mon sens, mais qui peut être très intéressante. Le miroir peut redonner tout le destin au héros qui le regarde. Pour le rentabiliser, il faut que vous remboursiez entre guillemets 5 points de destin. Donc est-ce que dans la partie c'est faisable, pas faisable? Ça va dépendre des héros qui vous entourent, parce que si on se concentre sur la Lothlórien par exemple, mis à part Galadriel et Celeborn qui ont tous les deux 3 points de destin, tous les restes des héros ont 1 point de destin. Donc vous allez mettre quand même au moins 5 tours. Il y a aussi à prendre en compte que dans l'un des sorts de Galadriel, qui est une bénédiction des Valar, je crois, et qui remet déjà 1 point de destin sur un 3+. Donc est-ce que ça peut pas faire doublon avec le miroir? Enfin, il y a ça à prendre en compte aussi. Parce que Galadriel va être très difficilement blessable, puisqu'elle va être vraiment derrière vos lignes, bien entourée. Elle a un anneau elfique. 3 furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Elle a Nenya, qui lui permet de relancer ses points de destin. Oui, donc le miroir c'est bien, mais c'est un peu too much. C'est vraiment, s'il vous reste des points, vous voulez assurer le destin, ok, il y a peut-être autre chose à faire aussi. Galadriel, on va la retrouver également sous un autre profil un peu plus énervé, The Lady of Light. À la place d'un seigneur des ténèbres, vous aurez une reine! Non pas ténébreuse, mais aussi belle et terrible que l'aurore, aussi traîtresse que la mer, plus forte que les fondements de la terre. Alors tous m'aimeront et désespéreront. C'est un profil que l'on va retrouver dans l'armée du Conseil Blanc, qui reprend plutôt sa phase The Hobbit d'ailleurs, lorsqu'elle affronte les Nazgûl de Dol Guldur et leurs nécromanciens. On va perdre la leader d'armée qu'on avait avec la Lothlórienne pour gagner une très bonne combattante et une parfaite anti-Nazgûl, en plus d'apporter une lumière à 6 pouces qui est très intéressante. À comboter avec d'autres Clistubiens, elle fera un allié très intéressant, nous vous conseillons d'aller y jeter un œil.
Donc voilà plusieurs généraux qui sont tous très puissants avec des styles de jeu très variés. On a vu plutôt que le guerrier elfe de base était à peu près le même, qu'on soit Mirkwood, à Lothlorien ou Rivendell, avec des petits équipements qui vont changer, mais globalement ça reste la même chose. Mais il y a quand même des entrées spécifiques dans chacune des listes. Est-ce que vous pouvez nous en présenter ? On va commencer par Foncombe. Leur unité caractéristique, ça va être le chevalier de Foncombe, qui porte bien son nom. Ça va être un elfe monté, mais suréquipé. C'est-à-dire qu'il va avoir un cheval, du coup, parce que c'est un chevalier, c'est pratique. Une lance de cavalerie, un arc, et en plus, en option, il peut avoir un bouclier, une bannière et un corps de guerre. Bon, le corps de guerre, on peut le mettre de côté. Hein, il est le courage très important des elfes. Ce sera peut-être pas utile, mais on sait jamais. Le plus 1 en bravoure, c'est voilà, pas très utile, mais en fait, vous avez donc un cavalier qui peut vraiment tenir la distance, qui va tirer très bien, parce que 3+, et puis une fois que vous aurez fait quelques trous au tir, vous pouvez les finir au corps à corps très bien, parce qu'il va avoir une lance de cavalerie, un peu comme le style du Rohan qu'on avait déjà abordé au premier épisode. Beaucoup d'harcèlement, et on termine au combat avec un Elrond et plus les chevaliers, ça commence à taper sérieusement. Pour rappel, la lance de cavalerie va nous donner un bonus de +1 pour blesser en charge, ce qui va permettre de compenser pas mal la petite force 3, avec laquelle on a du mal à blesser des défenses 6 d'ordinaire. Du côté de Mirkwood, on va avoir une autre unité bien particulière, ça va être le Ranger de Mirkwood, là où il va être très spécifique, au-delà que ce soit un bon tireur et un bon combattant, bien sûr avec 3+ de tir et puis capacité de combat de 5, c'est qu'il va pouvoir monter son nombre d'attaques plus il a d'ennemis qui sont en contact socle à socle avec lui. Donc il va commencer à une attaque, et s'il va contacter 2 ennemis, il passe à 2 attaques, et plus il va avoir d'ennemis autour de lui au contact socle à socle, plus il va avoir d'attaques, jusqu'à un maximum cumulé de 4 attaques. Donc c'est une figurine qui va se jouer de manière très spécifique. Il faut l'envoyer au combat, évidemment contre plein d'ennemis, mais disons qu'il y a aussi il a que défense 3. Avec le combat 5, normalement tu vas gagner contre quasiment tout le monde. C'est ça. Mais si tu perds, tu vas mourir. A priori tu t'en vas. Ouais. Exactement, c'est un peu du pile ou face, parce que ouais, beaucoup de dés avec combat 5, ok, je vais réussir à gagner le coup de combat et normalement à tuer, mais voilà. Surtout que dans une armée de rangers, en plus tu n'as pas de soutien. C'est donc ça. Ça va être vraiment du combat en infériorité et quasi bloqué à chaque fois, quoi. Donc c'est assez difficile à jouer. Après, ils ont une règle avec, notamment ils sont menés par Legolas, Toriel ou des Captain Rangers, c'est qu'ils vont pouvoir faire sauter la limite de tir habituelle de 33% de ses effectifs. Donc en fait, vous pouvez avoir une armée entière de Rangers, donc ce qui vous permet d'avoir beaucoup de tirs. Après, c'est une figurine qui est un peu chère, donc vous n'en aurez pas tant que ça en termes de nombre. Mais ce qu'on peut dire sur les armées de Rangers de Mirkwood, c'est qu'il y a eu plusieurs tournois qui ont été gagnés en V5 avec une armée comme ça, full Ranger. Je dis en V5 parce qu'en fait, c'est des figurines qui sont issues du Hobbit, donc qui ont très peu bougé avec la V6. Donc c'est assez, on va dire, coton à jouer, assez spécifique en style de jeu, mais ça peut fonctionner dans les mains d'un joueur expérimenté qui est capable de gérer ses subtilités à la fois de combat et de tir. On va partir maintenant du côté de la Lothlorien, voir les gardes de la cour de Galadrim. Donc si vous pensez déjà que les guerriers elfes de base c'était de l'élite, là on passe encore à un niveau supérieur. La crème de la crème. La crème de la crème, comme dit Quentin. Pour 2 points de plus, on va gagner un combat 6 et un courage extraordinaire de 6. Très utile. Alors je vous cache pas que la plus grande utilité de ce garde, c'est d'avoir son combat 6 et en plus son petit équipement bonus, qui est la pique, donc qui va pouvoir vous permettre de combattre sur 3 rangs. Il vous donne un petit plus stratégique, apporter du combat 6 derrière vos guerriers pour embêter vos héros, les héros adverses, ou bien de combattre sur 3 rangs pour donner encore plus de dés dans votre combat et avoir plus de chances de blesser, parce que bon, vous n'avez que force 3 sur toute votre armée, donc avoir plus de dés pour blesser, c'est toujours intéressant. C'est que déjà que le héros elfe avec combat 5, il pouvait embêter un paquet de petits héros. Là, avec combat 6, on parle même de gros héros. Par exemple, contre Durand, il n'y a pas de héros qui nativement vont pouvoir gagner des combats stats. Ah bah là, combat 6, tu annules le bonus de 90% de héros. Parce que, mis à part les trolls, Gil-galad, et quelques héros à combat 7... Glorfindel. Tu vas forcer la frappe, et en général, t'as pas envie quand même de frapper juste face à des guerriers, entre guillemets... De base. De base, donc en fait c'est très embêtant de les avoir en face, et puis ça donne de la profondeur. Donc puis ça empêche de faire des combats héroïques, votre adversaire n'est pas sûr de gagner le combat héroïque, donc il va pas utiliser sa puissance, etc. C'est vraiment des petites épines que vous pouvez planter, alors ça sert à rien d'en avoir 36 dans votre armée, et d'en avoir cher, entre 4 et 8 pour les mettre, pour les distiller sur toute votre ligne, pour embêter les héros adverses.
Ça suffit, et pour franchement 12 points, c'est peut-être les figurines les plus intéressantes à avoir dans une armée elfe. En plus du garde de la cour Galadrim, il y a une deuxième unité qui est aussi assez intéressante à jouer. Je vais laisser Quentin en parler, la sentinelle elfe sylvestre. Et en plus, la sentinelle, vous pouvez la recruter autant en lorien avec les gardes de la cour Galadrim que à Mirkwood avec par exemple les rangers. Donc elle est sur 2 armées à la fois. La sentinelle, en fait, elle est un peu plus chère que tout ce dont on a parlé depuis le début en termes de guerrier, hein, c'est 25 points. Donc là, c'est un double, triple guerrier. Il va y avoir 2 attaques. Mais c'est pas pour ça qu'il va être super intéressant, ça va être parce que il peut jouer de la flûte pour effectuer quelques petites chansons, et il y a surtout une mélodie qui est très très puissante. Ça va être que vous pouvez obliger un adversaire à effectuer un test de bravoure, et si jamais il le rate, vous pouvez l'obliger à faire donc un mouvement entier sous votre contrôle. Ça ressemble un peu à la contrainte, la domination des magiciens, sauf que ça joue sur la bravoure, et surtout que c'est un mouvement qui est complet, pas un demi-mouvement. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment désorganiser l'adversaire. Alors des figurines très spécifiques, on peut imaginer une bannière par exemple, hein, hop, vous la désolidarisez. Pour la faire sortir de la bulle. C'est ça, vous la désolidarisez complètement, ou il y a une ligne adverse qui est super bien organisée, et vous voulez engager le combat rapidement, alors vous sortez un guerrier, puis vous mettez plein de vos gars autour avec un combat héroïque par exemple, quelque chose comme ça, où il y a même des héros des fois qui sont un peu faibles en bravoure. On pense à plein de héros du mal qui ont des fois un peu de mal, et là vous pouvez vraiment en fait extraire des figurines d'endroits spécifiques, et puis c'est difficile en fait à défendre parce que en fait ça se joue sur le test de bravoure, sur un jet de dés, donc vraiment une petite figurine qui apporte de la saveur stratégique aux armées elfes. Mais pas trop, faut pas trop en mettre, parce que bon, à 25 points c'est un investissement assez important, donc 1-2 grands maximum, mais vraiment pas plus quoi. Eh bien, voici un nain qu'elle n'envoûtera pas si aisément. J'ai l'œil du faucon et les oreilles du renard. Oh. Le nain respire si fort que nous aurions pu le tuer dans le noir. À travers la présentation de ces profils, on se rend bien compte que chaque faction a son style de jeu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Les styles de jeu elfes, on va avoir une base commune, d'évidemment jouer beaucoup sur le tir, de souvent choisir un général qui est très solide et puis de construire autour. Bon, ça c'est un peu des commandements classiques, et d'éviter d'être trop en sous-nombre. C'est-à-dire que souvent on va se dire ouais, les héros sont super attractifs, je vais en mettre beaucoup, mais après on n'a plus de place pour les guerriers, sachant que les guerriers sont chers. Voilà, c'est un équilibre à trouver, et il faut faire gaffe à pas être trop en sous-nombre. Donc ça c'est les commandements, et mettre beaucoup l'accent sur le tir. Et après ce qui va faire la spécificité, ça va notamment être les bonus d'armée. Donc vous allez avoir celui de Foncombe, ça va vous encourager à rester statique et vous permettre des relances de tir quand vous êtes autour de votre général. Est-ce que c'est intéressant à chaque fois C'est dangereux. Voilà, c'est un petit peu un piège du côté de Foncombe de rester statique trop longtemps en tout cas. En début de partie, pourquoi pas. Mais disons que le fond de table au SDA est quand même rarement récompensé. Beaucoup de scénarios avec objectif. C'est ça. Il faut du mouvement. Le fond de table va être intéressant que sur les scénarios de combat. Sur To The Death par exemple, on va pouvoir se permettre de rester en fond et d'attendre. Et encore que. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça peut vite se révéler contre-productif. En fait, pour ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. En fait, ça me fait penser à une partie. Je jouais contre un joueur en Belgique, un joueur belge, et qui jouait une armée de Foncombe justement, et qui a voulu faire fond de table pendant toute la partie. Il a réussi à me dominer au tir, etc. Et au bout d'un moment, en fait, il a voulu rester dans cette dynamique-là, de tirer, alors que si c'était avancé et qu'il m'avait, si tu veux, pris en tenaille au combat, il aurait terminé la partie très rapidement, en ayant eu l'avantage, etc. numérique. Sauf qu'en fait, il s'est contenté d'attendre. Moi, j'ai fini par me cacher derrière des maisons, si tu veux. J'ai un peu refusé d'avancer sous un feu nourri comme ça. Oui, forcément, on va pas s'offrir non plus. C'est ça, en fait. Et du coup, la partie, elle s'est terminée sur une égalité, parce qu'il n'a pas eu le temps de me démoraliser. Parce que le tir, même avec la force 3 de l'arc, c'est pas si efficace, parce qu'il faut arriver à toucher. Alors qu'au combat, vous pouvez toujours vous déplacer pour encercler les ennemis, pour multiplier les dés. Donc en fait, le fond de table, même avec les elfes, ça peut aussi vous faire perdre la partie, je sais pas, mais en tout cas vous faire perdre du temps et pas forcément servir vos objectifs. Donc à faire attention quand même, surtout que le bonus d'armée de Foncombe vous encourage un peu trop à le faire. Alors ça c'est pour le bonus d'armée de Rivendell, et qu'en est-il de suite des halles de Thranduil ? Le deuxième bonus, on en a parlé un peu tout à l'heure avec Thranduil, donc c'est le fameux +1 pour blesser quand les guerriers sont à 3 pas de Thranduil. Donc ça va être un jeu quand même, contrairement à Foncombe, qui sera plus offensif,
qui va peut-être vous donner l'envie d'aller avancer plus rapidement et de créer vraiment un fer de lance et de rentrer dans votre adversaire le plus rapidement possible. Vous allez toujours avoir votre 33% d'archers, parce que bon, c'est quand même la force des elfes, mais autour de Thranduil, vous allez vraiment construire une vraie phalange avec vos guerriers elfes, vos gardes du palais qui peuvent passer à combat 6 parce qu'ils seront à côté de Thranduil et vraiment embêter un peu comme les gardes de la cour Galadrim tout à l'heure, les héros adverses et les empêcher de casser votre noyau dur et ensuite d'aller rentrer vraiment dans l'art de votre adversaire, profiter du combat supérieur que vous avez, avoir le +1, avoir le petit courroux de la nature de Thranduil pour les mettre à terre et vraiment défoncer, le mot je pense on peut que l'espérer en tout cas. C'est ça, de vraiment casser la ligne, le milieu de ligne adverse pour ensuite le séparer et faire jouer votre qualité de guerrier autour. Puis éventuellement, vous avez la petite aura de confusion, comme vous pouvez avoir aussi avec Foncombe, avec Círdan, mais qui peut permettre d'éclater un peu la ligne ennemie, que vous n'ayez pas tout d'un coup toute la ligne qui vous vient dessus. Donc ça peut être... c'est vrai que ça vous incite plus à aller au combat avec Mirkwood, avec Thranduil. Et il y a un troisième bonus d'armée qui est celui de la Lothlorienne, qui confère la résistance à la magie à toute l'armée. Comment est-ce qu'on s'en sert? Déjà, c'est excellent sur les héros, parce que ça va vous permettre notamment les héros combattants qui ont un seul point de volonté, et en fait, il y en a plein, notamment Aldir, Ronil, même tous les capitaines. Voilà, les capitaines, tous les héros un peu standards, et ça va leur permettre de toujours avoir un dé en réserve pour résister. Ça va vous fiabiliser au combat. Et puis, on vient de parler des sorts de zone, par exemple les colères de Bruinen, colères de la nature qui mettaient au sol, et là, le fait d'avoir tous vos guerriers qui peuvent y résister, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone où ces sorts ils pourront passer sans avoir une chance en tout cas de résister. Donc c'est assez embêtant d'avoir ça en face. Le reste de l'armée après est quand même plus classique, il n'y a pas d'unité vraiment à recruter à tout prix, c'est vraiment on va jouer Galadriel parce que bon, c'est quand même le général, elle vous apporte un gros plus, et derrière on va aligner Aldir, peut-être Rumil et peut-être le capitaine aussi parce que le capitaine est le seul héros monté. Voilà, apporter de la mobilité. Puis les capitaines, on peut en parler aussi 5 minutes, c'est quand même un des meilleurs capitaines, parce qu'il a accès directement au combat 6, ce qui est quand même réservé à la haute classe des autres races, chez les hommes notamment. Et puis ils sont quand même pas si chers que ça. Puis ils ont la marche aussi, si vous voulez un peu de marche héroïque, il n'y a même aucun des héros qu'on a présenté depuis le début qui a la marche. Donc avoir les capitaines, c'est aussi un outil en plus. Ouais. Après, ça va être une armée assez classique, 33% d'archers, comme on a dit tout à l'heure, une ligne de guerriers avec bouclier, des lanciers derrière, un peu de combat 6 par-ci par-là. Donc là, il y aura peut-être un peu plus de profondeur avec les piques. Et puis, il faut pas oublier, mettre toujours des petits cavaliers quand même pour prendre les objectifs lointains. Mais ça, on va dire, c'est de la construction classique. On va pas vous faire la leçon non plus. Alors, en parlant justement de mobilité et de cavalier, il y a Rivendell qui peut se jouer d'une manière vraiment différente de ces manières classiques qu'on a abordées chez les elfes, en jouant du full cavalier autour d'Elrond. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Elrond fait un petit bonus, qui donne un deuxième bonus d'armée, entre guillemets. Il fait sauter la limite d'arc pour tous les chevaliers de Rivendell qui sont menés par le capitaine ou par lui-même. Donc vous pouvez donc faire une armée complètement composée de chevaliers, un peu à la manière du Rohan, où on va jouer du coup Elrond, un capitaine. Full cavalier, on va certainement aussi adjoindre Lindir pour avoir vraiment le côté magique d'Elrond à 100%. Mais par contre, tout seul, ça va pas leur suffire. Ils vont peut-être s'adjoindre une petite dette du Conseil Blanc, que ça soit un Gandalf sur cheval, ou Saruman sur cheval, ou Radagast, ou peut-être une Arwen aussi, pour rester au sein de Rivendell, pour vraiment avoir de la magie, pour rendre difficile la partie à votre adversaire et pour que vos cavaliers ne soient pas piégés, et de jouer l'harcèlement au maximum, parce que là vous avez 100% d'archers, donc vous allez tourner à entre 20 et 25 cavaliers, je pense, grosso modo, à 800 points, et jouer l'harcèlement à fond, et après, dans les derniers tours, charger tête baissée avec le combat 5, la lance de cavalerie pour blesser. Le gros héros, généralement, qui est Elrond, va pouvoir aussi faire quelques trous, le capitaine également, et essayer de terminer la partie comme ça. Comme le rang, c'est très difficile à jouer. Et sachant que cette fois-ci, contrairement au rang, on va pouvoir avoir une petite main sur l'initiative, sur perdre les tours qui nous intéressent, gagner les tours qui nous intéressent pour pouvoir mettre en place la stratégie d'harcèlement. On a encore un petit avantage, outre le combat 5 des cavaliers, pour aller mieux gérer cette temporalité des charges et d'harcèlement. Sachant que si on utilise la lance de cavalerie, on n'a plus accès à l'arme elfique.
On gagne en bonus offensif, mais en cas d'égalité, si on affronte du combat 5, c'est du 50-50 derrière. Donc là, on a parlé de listes qui sont pures, Rivendell, Lot ou Mirkwood. On peut aussi faire des alliances avec ces factions. Alors Rivendell et Lothlórien sont des alliances naturelles entre elles. Mirkwood, elle joue les séparatistes et ne se place qu'en jaune. Même si on peut toujours l'allier, on va perdre les bonus. Est-ce qu'il y a des alliances intéressantes à faire entre ces listes? Et est-ce qu'il y a également des alliances à faire avec d'autres factions du bien? Entre ces listes, c'est pas forcément ce qu'on vous recommande parce que bon, vous allez plus vous recouper en fait en termes de héros, en termes de guerriers. Bon, c'est pas forcément intéressant. Par contre, aller chercher sur des autres alliances historiques notamment, ou des alliances oranges, et parce qu'en fait, les elfes ont traversé les âges, donc ils peuvent vraiment s'allier avec tout le monde. Ils n'ont pas d'alliance rouge, tout simplement. Alors en alliance verte, on va avoir, si on se penche du côté de Mirkwood, on a la possibilité de recréer la bataille des 5 armées, en vous alliant à la fois avec les survivants de la ville, et aussi les monts de fer. Alors pourquoi ces deux factions vous apporter quelque chose? D'abord, Lagville va vous apporter quelque chose qui est normalement un gros point faible des elfes, c'est en fait du nombre. C'est des petits guerriers, des petits lanciers à mettre qui vont coûter 5, 6, 7 points et qui vont permettre vraiment de compenser en seconde ligne le coût habituellement élevé des elfes. Donc vous pouvez augmenter votre nombre avec évidemment des héros comme Bard, Gandalf, qui vont mener un grand nombre de troupes. Donc ça vous permet de compenser votre sous-effectif habituel. C'est vraiment le petit complément sympa. Parce qu'un elfe est égal 2 hommes, grosso modo. 2 hommes de Lagville. Pas bien équipés, mais ils sont là, toujours voilà. un dé pour combattre. Ils sont là, donc avec une lance, vous n'avez pas besoin que ce soit justement des grands guerriers, parce que, pour rappel, on partage la capacité de combat entre le guerrier qui est devant avec bouclier, donc ça peut être un elfe par exemple, et le lancier qui est derrière. Vous lancez les 2 dés, vous faites un 6, ça prendra le combat de l'elfe, donc le combat 5 de l'elfe, ou 6 même si vous avez, et pas le combat 2 ou 3 de l'homme derrière. Donc il y a vraiment à jouer sur ce duo-là complémentaire, et vous pouvez aussi donc aller chercher du côté des monts de fer les nains. Bien le bonjour! Comment allons-nous? Et là les nains, ce qui est super intéressant, c'est leur force 4. Ça vous permet, justement, on parlait au début, des fois la force 3, c'est un peu difficile, on est obligé d'être très dépendant des héros, ou de miser sur le tir, ou la lance de cavalerie des cavaliers. Et bien là, vous avez une force 4 sur des fantassins, et même aussi sur les chaucheurs de bouquetins, qui vous permet d'avoir de l'impact tout de suite au combat. Et puis il y a aussi des héros super intéressants, des Dain, des Taurins. Donc autant vous pouvez aller vous adjoindre un Dain pour avoir un général encore plus costaud défensivement que Thranduil, parce que Thranduil ça peut être défense jusqu'à 6 maximum, alors que avoir un nain à def 8 avec ses super armures, ça peut être plus cool. Et puis après il y a toute la combinaison de taurins en armure qui peut vous apporter encore un taurin avec combat héroïque, un Dwalin pour percer comme pas possible. Donc il y a plein de petites choses comme ça à aller chercher, autant du côté de Lagville que des nains. Ça permet d'avoir une armée très complète et de compenser les faiblesses habituelles des elfes. On peut pas parler d'alliance d'elfes sans parler de l'alliance la plus connue du Seigneur des Anneaux. C'est l'Ultime Alliance. PA, est-ce que tu peux nous en dire plus? L'Ultime Alliance, elle va réduire le nombre de peuples qui peut être dedans, parce que c'est que des elfes et que des hommes, donc il n'y a pas d'hommes, de nains, etc. Mais elle repose à peu près sur la même dynamique que l'armée des 5 armées. On va garder donc la qualité des elfes, mais on va rajouter la force des hommes, parce que tous les Numénor ont force 4, donc ça va apporter un peu de punch à votre armée. Puis en termes de héros, on est aussi pas en reste, parce que Elendil et les Isildur, c'est quand même 2 gros héros qui peuvent meuler sérieusement, surtout le papa. Donc on va gagner pas mal d'impact. On peut toujours aussi adjoindre l'armée de Lothlórien. Au lieu de jouer du Foncombe, vous lui rajoutez un peu de magie avec Galadriel, vous pouvez tout à fait remplacer Rivendell par la Lothlórien. Elle reste en jaune, donc on va perdre les bonus, mais au final, la résistance à la magie de la Lothlórien sera gagnée avec la résistance de la magie des Numénor. Et le bonus de bravoure des hommes sera compensé par la bravoure élevée des elfes naturellement. Et vous allez toujours gagner la qualité des elfes, la force des hommes, toujours un peu de cavalerie à droite à gauche avec soit les chevaliers Galadrim ou les chevaliers de Foncombe. Vous gagnez toujours des gros héros. Vous pouvez mettre Celeborn qui est un peu en dessous des Glorfindel ou Gil-galad, parce que là on va peut-être plus se concentrer sur cela pour représenter vraiment l'Alliance. Et de l'autre côté, vous avez toujours Elendil et Isildur.
Ok, donc on a vu plusieurs manières assez différentes de jouer les peuples elfiques, mais si on voulait jouer de manière compétitive, quelle liste est-ce que vous nous conseilleriez? Alors nous, à l'ETC, on a vu beaucoup de listes full chevalier de Foncombe. Alors il y avait 2 petites versions, donc il y avait Elrond, Lindir, Gandalf, que des chevaliers de Foncombe, et il y en avait une avec Elrond, Radagast, Arwen, full chevalier de Foncombe. Bon, les 2 joueurs qui jouaient ça sont des joueurs qui étaient experts en cavalerie et des joueurs très expérimentés. C'est une armée qui n'est pas non plus à portée de tout le monde. Et après, ils se sont classés tous les 2 dans le top 5 de l'ETC. Donc, ils ont fait 5 victoires sur 6 parties chacun. C'est ça. Et après, ça a marché pour eux, effectivement. Ouais. Oui. Donc c'est des armées qui sont très faciles à monter parce que vous n'avez pas besoin d'investir dans 50 000 boîtes différentes. Vous prenez 3 boîtes de cavaliers, 1 boîte de héros et puis c'est bon. Mais après, à maîtriser, à bien la jouer sur la table, c'est un vrai défi, pas à portée de tout le monde. Moi, je recommanderais plus la version avec Gandalf. Qui est plus safe, qui protège des tirs et notamment. Lindir, parce que ça protège des tirs. Lindir booste Elrond et vous avez toujours de la pointe volonté pour faire de la magie, etc. Vous avez vraiment de la menace à distance avec le Sorcerer's Blast. Donc peut-être que vous pouvez aussi remplacer Gandalf par un Saruman Leblanc qui sera plus agressif et moins protecteur. C'est une armée qui prouve par ses résultats, mais c'est pas n'importe qui la joue, quoi. En fait, il faut vous dire que c'est vraiment un jeu de placement d'horloger. Si vous faites une petite erreur sur un chevalier à mal placé et tout, c'est tout de suite 22 points qui partent, voire même plus s'il y a des combats héroïques ou des choses comme ça. Donc c'est pas comme si vous perdiez juste un fantassin comme ça et puis vous en avez 40 autres. Là, vous avez 15-20 figurines en tout. C'est vraiment élite et c'est vraiment du placement très 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 prudent. Donc ça fonctionne, mais pas évident à jouer comme ça, quoi. Très bien. On a une autre armée qui va toujours être élite, puisque bon, c'est les elfes, c'est l'ADN de ces factions. On va revenir dessus, on en a parlé un petit peu, c'est la bataille des 5 armées. On peut parler de la finale de l'Ardacon, donc qui est l'équivalent du championnat du monde, on va dire, dans le SDA. Donc en 2019, vu qu'évidemment cette année 2020 était une année blanche, un des joueurs anglais qui est arrivé en finale avait donc une armée avec 30 huiles, tout équipement avec une troupe entière d'elfes et avec taurins et une troupe entière de nains. C'est une armée qui lui a permis d'aller jusqu'au sommet de la compétition. Alors après, il a perdu en finale contre une armée de Goblinville sur un scénario avec des objectifs à les prendre sur la table. On peut lui pardonner. Le match-up n'était pas forcément favorable. C'est ça. Il avait 35-38 figues, vous voyez, et puis en face, il y avait le double. Fallait s'éclater. Voir le triple, fallait s'éclater sur toute la table alors qu'on a plutôt envie de rester proche de Thranduil et de l'aura de confusion. Donc oui, il avait vraiment un match-up très très défavorable, mais c'est pour vous dire quoi, ce sont des choses qui fonctionnent même à haut niveau, et on peut même dire en France, sur les différents tournois qu'on a vus, les associations de bataille des 5 armées avec les elfes en tête, c'est vraiment quelque chose qui est apprécié par tout le monde. Les elfes sont souvent représentés en tournoi parce que c'est une armée fiable. Pas forcément ultra compétitive à faire podium systématiquement, pas comme à 40K par exemple. Mais c'est une armée fiable qu'on peut construire dessus et faire des résultats tout à fait honorables parce que, de par la qualité de son guerrier de base, on limite beaucoup de choses, quoi. Il y a juste à faire gaffe à, toujours pareil, à pas se retrouver trop en sous-nombre, justement. Dès que vous aurez un scénario où il y aura des objectifs, où il faudra s'éclater, faut vraiment faire un peu attention à ça. Et puis, si vous partez dans l'optique bataille des 5 armées, il faut aussi vous dire que c'est des figurines qui, des fois, coûtent un peu cher au niveau autant des héros que des guerriers. C'est des sorties récentes, donc ça récente au sens celle du Hobbit et pas du SDA. Donc, ça peut aussi être un élément à prendre en compte. Tu parles en termes d'euros, c'est ça ? Oui, c'est peut-être moins donné, quoi. Je comprends cela. Il y a des gemmes dans la montagne que je convoite moi aussi. Bon, il va être temps de faire monter un peu la pression, parce que je vous sens un peu trop calme. Il est temps désormais du rendez-vous que vous attendez tous. Il est l'heure des questions du jour. Voyons jusqu'où ils iront. Je m'en bats l'œil de tes menaces, compris ? Princesse aux oreilles pointues. Messieurs, on a vu beaucoup de grands généraux très puissants, les Gil-galad, les Elrond, les Glorfindel ou autres Thranduil. Mais il y a aussi des héros elfes secondaires, j'ai envie de dire, notamment dans Rivendell. Et j'ai envie d'opposer ces 2 styles, 2 ambiances, vous allez m'en dire plus. Il y a un magicien qui est Círdan, il y a un combattant qui est Erestor. Alors messieurs, après avoir choisi son général, qui est-ce qu'on prend ?
ben moi je vais vous dire, il faut prendre Círdan. Alors Círdan, c'est vraiment intéressant parce que c'est un héros qui va être de soutien, qui va être derrière les lignes, bien caché, le style elfe classique, mais en fait il va avoir surtout 2 auras super intéressantes qui vont pas mal compenser ce qui est normalement un petit peu pénible avec les elfes, c'est d'être en sous-effectif. Il va y avoir l'aura de lumière, donc qui va bloquer les tirs adverses, ça vous permettre d'être sûr de dominer à distance, et donc de pouvoir gratter du nombre lorsque vous tirez, d'obliger aussi, et ça c'est quelque chose qu'on oublie souvent, d'obliger votre adversaire à avancer vers vous, et de choisir du coup le terrain où vous allez combattre. Et comme vous êtes elfe, vous êtes créature des bois, vous pouvez par exemple l'amener dans la forêt pour contraindre ses mouvements, alors que vous serez libre de bouger de 6 pas. Donc ça peut être très intéressant. La deuxième aura qui va vraiment être super intéressante, c'est l'aura de confusion. Donc c'est la terreur, on en avait parlé un peu avec Tranduil déjà, la terreur à 6 pas autour de vous, voire même à 12 pas si vous la canalisez. Bon, vous avez qu'un seul point de puissance, faut pas se louper. Voilà, peut-être pas trop quand même jouer avec le feu. Parce que le sort est quand même à 5+, donc faut quand même le sortir. Voilà, vous avez 4 points de volonté, un gratuit par tour, éventuellement vous êtes aussi restant de la magie. Donc bon, ça se passe, mais la canalisation c'est quand même peut-être un peu osé. Mais donc l'aura de confusion, ce qui est très intéressant, c'est que ça va, on va dire, contre un adversaire qui va avoir une bravoure moyenne de 3 par exemple, il y a à peu près une chance sur 2 que le guerrier adverse il rate sa charge, et du coup vous allez pouvoir placer vos guerriers à faire des petits 2 contre 1 ou des 4 contre 2 avec vos lanciers, et donc par rapport à votre force 3, d'habitude c'est un petit peu compliqué de blesser, là vous allez quasiment tout le temps gagner le combat et avoir des chances bien augmentées de blesser. Donc c'est un personnage qui est vraiment clé pour moi à Foncombe, pas pour sa qualité de combattant, mais parce qu'il va bien structurer l'armée et avoir un côté très sécurisant pour l'armée, quoi. Ouais, c'est pas mal. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de comptes sur Círdan, hein. Les chamans, les gardes du corps, et du coup, vous compensez pas trop le côté manque de punch des elfes, et c'est là qu'Erestor va rentrer un peu en compte, parce que déjà, Círdan ne peut mener que 6 mecs, alors que Erestor va pouvoir en amener 12, donc déjà, vous aurez peut-être plus de force de frappe dans votre armée. Et Erestor vous apporte quand même un capitaine à combat 6, 2 attaques, force 4, et avec des petites dagues de jet, les petites dagues de Noldorin, qui vous permet de relancer tous vos jets de dés pour blesser ratés. Donc déjà, c'est quand même un gars qui va quand même assurer au combat, qui va toujours tuer son guerrier en face. Alors oui, il va peut-être pas pouvoir gérer les grosses menaces adverses, mais bon, vos généraux sont là pour ça. C'est pas Círdan qui va le faire non plus. Hein, voilà. Mais Círdan, il est... On va dire c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a de l'expérience. Ah mais oui, mais c'est Erestor qui a l'oreille d'Elrond au bout de sa bouche. Hein. C'est pas Círdan. C'est pas Lindir Ah non. Ça dépend des jours. C'est un coquin, il change. Enfin, en tout cas, Erestor va vous apporter une sûreté au combat. Alors oui, il sera peut-être moins dans le soutien, il sera plus exposé que Círdan, mais avec Erestor, vous allez pouvoir appuyer sur un petit coin de ligne. Puis ça reste un héros à combat 6 avec la Melfique, donc il a 2 points de puissance, donc il a la possibilité de faire 2 frappes. Donc ça va être quand même une grosse épine dans le pied de son adversaire, puisqu'il va devoir mettre quelques ressources pour le blesser, parce qu'il a quand même défense 7 et 2 points de destin. Après j'ai envie de dire pourquoi pas prendre les deux. Oui, avoir à la fois la zone d'impact de Círdan et puis la petite précision comme ça de pique d'Erestor. Ouais, j'essaye de faire des clashs à l'antenne et vous alliez pour monter des listes. On se serre la main à la fin. Je ne m'en sors plus. À mort le présentateur. Bon, je vais tenter à nouveau de mettre la discorde. On va rester chez Rivendell. On a vu les grands généraux. Il y a 2 héros assez emblématiques qu'on n'a pas encore nommés dans ce podcast. Ce sont les jumeaux, les fils d'Elrond, Eladan et Elrohir. Alors, ils valent un certain nombre de points, 200 points tout équipés, je crois. Au final, est-ce qu'on va plutôt jouer ces 2 gars-là et comment, ou plutôt des généraux? L'avantage des jumeaux, déjà, c'est que pour entre 160 et 200 points en fonction de leur équipement, c'est que vous recrutez 2 héros au lieu d'un. Donc vous allez déjà créer sur la table une double menace. Ou là, où si vous recrutez qu'un Glorfindel, il n'y aura qu'une seule figurine à gérer pour votre adversaire, alors que là, vous en avez 2. Le profil est quand même plus que correct, combat 6. Vous avez le choix entre 2 ou 3 attaques en fonction de comment ils manient leur lame jumelle, elfique. Et après, vous avez quand même 2 fois 3 points de puissance, donc vous avez un total de 6 points de puissance pour faire des frappes et pour faire... Des trous, des combats héroïques, taper des figurines, simplement. Exactement. Le seul point négatif comparé aux généraux, c'est qu'eux, ils vont pouvoir mener que 11 troupes, parce qu'un des jumeaux va devoir être un guerrier, entre guillemets.
Donc il va prendre une place, alors que les généraux, eux, vont pouvoir recruter entre 15 et 18 figurines en fonction de qui vous prenez. Donc vous allez peut-être créer un léger sous-nombre ou un sous-nombre un peu plus significatif qu'en prenant un gros guerrier, sauf si derrière vous ne prenez que des petits capitaines ou des choses comme ça. Mais les jumeaux, c'est un choix assez intéressant à voir sur la longueur en fonction de vos ressentis, si vous préférez une grosse menace ou deux plus petites menaces. Donc ça permet de gagner beaucoup de points de puissance, et ça peut être un truc qui est... Parfois chez les elfes, on est un peu en manque parce qu'on n'a pas tant que ça de héros dans son effectif, donc ça apporte. Après, c'est vrai que moi je trouve que ça ne rivalise pas avec un général, au sens où le problème des jumeaux aussi, c'est que s'il y en a un qui se fait attraper, l'autre, après, par esprit de vengeance fraternelle, devra aller chercher le tueur de son frère, même jusqu'au bout de la table. Donc ça apporte un côté justement offensif, si vous voulez, mais après, si vous êtes dans un esprit un peu plus jeu de la sécurité, ça remplace pas les gros héros, comme on avait cité Glorfindel, qui peut être mis en opposition, qui lui, pour le coup, il peut pas justement se faire attraper comme ça dans un coin, se faire isoler. Et puis il y a aussi un côté avec les jumeaux, il y a une idée, est-ce que vous les mettez à pied avec 3 attaques, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas trop de mobilité. Donc vous n'avez pas la capacité d'un Glorfindel ou d'un Gil-galad d'avoir cet impact. Ou est-ce que vous les mettez sur chevaux, auquel cas vous n'avez que 2 attaques, voire plus en charge, etc. Et surtout, si vous les mettez sur chevaux, ils peuvent plus facilement justement se faire attraper par un magicien ou par une grosse figurine. Donc c'est pas si facile que ça de les équiper, et ça peut être un point de vulnérabilité dans votre armée que ne sont pas les gros généraux de Foncombe. Puis il faut dire aussi qu'ils sont aussi plus fragiles. Ils n'ont sûr. que 2 points de vie, 2 points de destin, qu'une défense maximum de 6, or que les 3 autres qu'on a cités avant, ils ont tous une défense de 7, bien équipée, voire 8, avec bouclier pour Gil-galad. Ils ont tous 3 points de destin, sauf Gil-galad. Bon, Gil-galad, on a compris qu'il était aussi un peu fragile, mais il avait la défense 8, 3 points de vie au moins. Et puis il faut passer le combat 9, alors que les jumeaux, c'est combat 6, on va dire que c'est déjà super, mais c'est vrai que c'est plus facile d'aller les casser, et encore une fois, on en casse un, et il y a le deuxième qui doit vous poursuivre. Ça s'est déjà vu sur des parties qui est, par manque de chance, un de vos jumeaux qui se fait par exemple tuer au tir. Et là, votre deuxième frère, il doit... Faut qu'il aille cavaler dans la ligne ennemie, il va se faire engluer et ça va être très compliqué de s'en sortir. Ou même l'assassin du premier frère vient et puis se met dans un coin de table complètement à l'opposé, et vous avez le deuxième jumeau qui doit juste le poursuivre comme un demeuré jusqu'à la fin de la partie. Donc ça peut aussi être vraiment le côté obscur de ce duo de héros. Très bien. Bon, la tension n'est pas montée très fortement. J'ai l'impression que vous êtes plus ou moins d'accord sur ce profil-là. Malgré tout, on va quand même passer à la suite. C'est pas aujourd'hui que j'arriverai à les faire s'étriper. C'est pas grave. Alors messieurs, justement, en parlant de suite de l'émission, on part vers l'avenir. Et comment est-ce que vous voyez évoluer cette armée ? Est-ce que vous avez des envies, des doléances ? On peut se baser sur les sorties qu'on a eues dernièrement, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée des Légions légendaires, pourquoi pas en faire une pour l'Ultime Alliance, comme on a déjà vu, où l'Alliance fonctionne déjà plutôt pas mal, mais peut-être qu'ils vont pouvoir proposer autre chose pour l'améliorer encore. Toujours dans cette optique-là, on voit qu'ils font encore des made to order ou des choses comme ça, donc peut-être ressortir des figurines qui n'existent pas, parce qu'on a quand même pas mal de trous dans cette gamme qui desservent vraiment ces armées-là, parce qu'un Gil-galad à cheval, tout le monde a envie de l'avoir, pour l'instant, chez Games, on ne peut pas l'acheter. La figue n'existe même pas. Faut aller sur des gammes alternatives, c'est un petit peu dommage. Mort au proxy. Non, mais il y a beaucoup de figurines manquantes, Gil-galad monté, Lindir monté, Glorfindel en armure montée. Dans les autres gammes, il manque aussi, là c'est plus de la wishlist, mais un Celeborn monté ou un Haldir, ça serait aussi plaisant pour apporter plus de diversité. Ça, c'est pas qu'ils existent pas en figurine, ils n'existent pas dans leur profil carrément. Exactement, c'est pour ça un peu plus de wishlist. C'est des options, d'ailleurs c'est quand même pas très compréhensible parce que les capitaines ont bien des chevaux, ils ont des guerriers à cheval, et pourtant leurs héros les plus combattants, ils ont décidé de rester à pied. Plus pratique pour combattre certainement. Mais décevant en termes de stratégie. Donc il y a pas mal de petits trous à combler pour rendre ces armées encore plus passionnantes à jouer et plus faciles. Après il y a certainement, avec l'arrivée de la série, il y aura peut-être des nouveaux développements. On pense, puisque ça devrait se centrer sur Numénor, alors peut-être qu'on aura, on va dire par effet de domino, sur les elfes aussi, mais après
En Légion, on n'en a pas parlé parce qu'on l'avait beaucoup évoqué dans le podcast sur le Rohan. Il y a quand même celle des défenseurs du gouffre de Helm, avec donc les Galadrim associés au Rohan. Donc on peut imaginer qu'ils trouvent d'autres moments justement du film ou des livres où il y a les elfes qui sont comme ça, qui interviennent et qui seront peut-être développés. Après, en termes de sortie de figurines aussi, on pourrait regretter qu'il n'y ait pas notamment des boîtes de base pour tous les guerriers elfes qui soient plus accessibles. En fait, on pense par exemple aux guerriers elfes de chez Foncombe qui n'existent que dans la boîte avec l'Ultime Alliance, et on n'a que des types avec lame elfique, où vous avez des blisters avec lance et bouclier. Mais finalement, vous n'avez par exemple pas des guerriers avec lame et bouclier. Alors la conversion à faire n'est pas très difficile, mais c'est dommage de ne pas avoir accès à ça plus simplement. Alors que c'est sûrement ce que vous allez utiliser le plus dans vos armées, parce que voilà, c'est la première ligne. Et du côté des halls de Thranduil, on peut aussi avoir le souci de boîtes qui sont finalement plus accessibles pour des guerriers d'élite, comme les gardes du palais, où vous en avez plus dans la boîte pour moins cher, alors que le guerrier de base, lui, est beaucoup plus cher à l'unité. Donc il y a des petites des incongruités comme ça qui nous frappent sur l'accès à ces figurines. Après, pour rebondir sur la méta, sur les elfes, c'est vraiment à l'image de ce qu'est ce peuple, c'est quand même assez stable. Ça n'a jamais trusté les premières places en permanence, mais par contre ça a toujours été une armée appréciée et qui a fonctionné et qui a plu. À l'avenir, je pense pas que ça deviendra la meilleure armée, mais ça ne sera pas non plus une armée à mettre dans le placard. Ce sera toujours bon. Les elfes sont immortels et on leur souhaite le même destin dans le jeu. Voilà, merci beaucoup messieurs et à la prochaine. Merci à toi. Un pouvoir malfaisant grandit au nord. Les hommes qui vivent là l'ont nommé le Nécromancien. Dans le prochain épisode, nous partirons pour Dol Guldur et Gundabad. Grand orque pâle et magie noire, nous rencontrerons en personne les puissances sombres qui grandissent en ces lieux maudits. Il y a plus à craindre que toute la malfaisance de Smaug. Une puissance bien pire encore. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à nous faire connaître vos envies et remarques via l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur Radio Barad-dûr, l'émission faite par et pour les plus grands généraux de la Terre du Milieu.